Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wesselmann. Pourrait-on assister à une nouvelle reprise de ce vieux conflit entre Azéris et Arméniens qui se disputent l'Artsakh, cette petite terre peuplée d'Arméniens que Staline avait rétrocédée à l'Azerbaïdjan en 1920 et qui avait déclaré leur sécession de l'Azerbaïdjan en 1988. Dernière guerre en date 2020 où les Azéris avaient pris une revanche sur leurs rivaux à l'aide d'une avancée militaire et technologique assez importante. Depuis 8 mois, ce petit territoire est victime d'un blocus de la part des Azéris qui depuis une dizaine de jours déplacent des troupes en sa direction. Pour essayer de mieux comprendre ce qu'il se passe, 2 invités. Corentin Clerc, bonjour. Bonjour Baudouin. Vous avez connu encore récemment la réalité du terrain en Arménie. Vous étiez chef de mission il y a encore 1 mois de cela en Arménie pour l'ONG SOS Chrétiens d'Orient. Et Arat Toranian, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du magazine mensuel Les Nouvelles d'Arménie et vous connaissez donc bien le pays. Alors l'accumulation de moyens militaires par l'Azerbaïdjan à la frontière avec l'Arménie et sa proximité immédiate avec le Haut-Karabakh, est-ce que cela augure une potentielle offensive Arat Toranian ? Très probablement. Si vous me permettez, je voudrais faire un petit rectificatif. Il ne s'agit pas de 2 nations qui se disputent un territoire qui serait le Haut-Karabakh. Il s'agit d'une population arménienne, chrétienne, en effet, qui est en butte depuis au moins 150 ans à un processus d'élimination. Toute la partie est de la Turquie, qui était peuplée essentiellement et majoritairement d'Arméniens, a été vidée de son peuple au moment du génocide de 1915. Par miracle, une petite Arménie a survécu, elle a été soviétisée, et puis il y avait aussi un vieux territoire historique arménien qui était l'Artsakh, le Haut-Karabakh, qui a été octroyé par Staline à l'Azerbaïdjan soviétique, et ce petit peuple simplement est toujours en butte, 100 ans après le génocide de 1915, aux appétits du panturquisme, d'un axe Ankara-Bakou qui rêve d'établir une continuité territoriale et de rétablir l'Empire ottoman qui avait dominé le monde pendant des siècles. Ces gens-là, ces États-là sont dans une perspective de conquête, ils ont une visée. L'Arménie est un petit territoire et un petit peuple différent culturellement, différent religieusement, qui fait obstacle à leur rêve de grandeur impérialiste, et ils ont essayé donc de l'éradiquer en 1915. Ils ont quasiment réussi puisque les 2 tiers de la nation arménienne ont été exterminés. Et évidemment, ils sont en train d'essayer de continuer le travail aujourd'hui qu'il n'y a plus d'Union soviétique et que l'Arménie n'est dans aucun camp, n'est alignée sur aucun camp qui pourrait venir à sa rescousse et venir la défendre. Et c'est un moment probablement que les autocrates Erdogan et Aliyev jugent opportun pour en finir avec cette question arménienne et parachever ce génocide de 1915. Ça passe par l'élimination de l'Artsakh, du Haut-Karabakh, de cette petite enclave arménienne qui ne demande qu'à vivre libre. Nous, on ne veut convertir personne à notre religion, on ne veut pas les territoires des autres, mais on voudrait que le dernier carré d'Arméniens qui reste encore en vie sur ces territoires puisse continuer à développer tranquillement, pacifiquement sa civilisation, sa culture, et représenter un petit peu de différence dans cette région du monde en but à tous les totalitarismes et à tous les obscurantismes. Et d'ailleurs, on parle de ce petit territoire de l'Artsakh, mais il faut savoir que c'est un territoire qui est disputé, comme on le disait, mais aussi l'Arménie était beaucoup plus grande par le passé. C'est un reste d'un beaucoup plus grand pays avant le génocide. Oui, bien sûr, vous avez un territoire. L'Arménie est aujourd'hui construite sur 1/10 des territoires historiques de l'Arménie. Ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, tout l'est de la Turquie, qu'on appelle aujourd'hui le Kurdistan ou l'Anatolie, était peuplé majoritairement d'Arméniens. C'est là-bas, d'ailleurs dans ce territoire que les Arméniens ont construit pendant 2000 ans, voire plus 3000 ans, leur histoire. Et voilà, et le peu qu'il reste, il ne s'agit pas de retourner en Turquie ou autre, mais le peu qu'il reste, on est encore en train de leur disputer, et c'est encore un pan du territoire arménien, encore un pan de cette civilisation très proche de l'Europe, qui risque de tomber
si on y prend garde et si on laisse les autocrates et les prédateurs qui l'entourent continuer leur visée. Merci Aratoragnan, on y revient dans un instant, il est 8h. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Je rappelle que nous sommes avec Aratoragnan, directeur du magazine mensuel Les Nouvelles d'Arménie, et Corentin Clerc, vous étiez chef de mission en Arménie pour l'ONG SOS Chrétiens d'Orient. Alors j'imagine que vous avez pu vous rendre dans le Haut-Karabakh. Quel est le sentiment de cette population qui du jour au lendemain pourrait se retrouver de nouveau au cœur d'un sérieux conflit ? Oui, alors je me suis rendu effectivement plusieurs fois en Artsakh, mais pas récemment évidemment, puisque cette région fait l'objet d'un blocus de l'Azerbaïdjan depuis 9 mois désormais. Il faut avoir conscience que les Arméniens du Haut-Karabakh, ce sont pas du tout, on en parle parfois comme d'une base militaire à ciel ouvert, c'est pas du tout le cas, ce sont des montagnards, des paysans qui vivent du produit de leur récolte et de l'agriculture. Et donc cette population est évidemment extrêmement inquiète de cette situation. Il faut avoir conscience que depuis la mise en place de ce blocus, il n'y a quasiment plus aucune arrivée de matières premières ou de nourriture. Les magasins sont complètement vides, il y a des files d'attente de plusieurs heures. On en est revenu au temps des coupons de rationnement. La situation est même pire au dire de certains de mes amis qui sont là-bas qu'à l'époque de l'effondrement de l'Union soviétique. C'est vous dire la difficulté de la vie là-bas. Les hôpitaux manquent de tous les consommables, l'oxygène, le désinfectant, les sondes alimentaires, tout manque. Et ça, il faut bien le dire, c'est parce que cette crise humanitaire arrive parce que l'Azerbaïdjan bloque le corridor de Latchine, donc cette route qui relie l'Arménie au Karabakh arménien. Et il est très important de dénoncer cette situation et de prendre toutes les mesures qui sont en notre possession, nous les pays occidentaux, pour faire cesser ce blocus qui est vraiment un crime humanitaire. Alors on a eu des personnalités politiques françaises comme Laurent Wauquiez par exemple qui se sont rendus à ce checkpoint, à l'endroit clairement où se déroule ce blocus. Est-ce que vous pouvez revenir sur la façon dont il a été mis en place ? Oui, alors donc ce corridor de Latchine dont on parle beaucoup, en fait c'est tout simplement la route historique qui relie la ville de Goris en Arménie à la ville de Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh, la capitale de l'Artsakh. Et suite à la défaite militaire de l'Arménie en 2020, a été signé un accord tripartite dans lequel, qui comportait beaucoup de clauses, mais une des clauses était que l'Azerbaïdjan devait laisser ouvert un corridor d'accès entre l'Arménie et le Haut-Karabakh, corridor placé sous la surveillance des soldats russes. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que les soldats russes sont bien présents militairement dans ce corridor, mais ils ne se sont pas opposés aux avancées des militaires de l'armée azerbaïdjanaise lorsque ceux-ci sont venus installer en fait des checkpoints au milieu de ce corridor. Et rapidement, les checkpoints se sont complètement verrouillés, plus personne n'est passé. Et donc la situation à l'heure actuelle, c'est que l'Azerbaïdjan a installé ces checkpoints, les Russes ne s'y sont pas opposés, et donc le corridor de Latchine est complètement bloqué. Même la Croix-Rouge internationale ne passe qu'à intervalles extrêmement réduits. Et l'Azerbaïdjan, de son côté, alors il faut avoir en tête que l'Azerbaïdjan estime que le Haut-Karabakh en fait est une partie de son territoire. Donc pour l'Azerbaïdjan, il n'y a pas d'histoire de frontière internationale avec les Arméniens du Karabakh. La seule frontière qu'ils reconnaissent, c'est celle qui sépare la République d'Arménie de la République d'Azerbaïdjan. Et encore, on y reviendra. Mais l'Azerbaïdjan propose à l'inverse d'ouvrir une route qui reliera la ville d'Agdam et puis plus loin celle de Bakou aux Arméniens du Karabakh. C'est-à-dire de fermer en fait définitivement ce corridor et de créer un nouveau point d'accès à travers l'Azerbaïdjan et non plus qui les connecte à l'Azerbaïdjan et non plus à l'Arménie. Pour évacuer ces populations vers l'Azerbaïdjan, c'est ça l'idée Non, l'idée c'est... Alors ça reste toujours d'évacuer les populations. On imagine que les Arméniens du Karabakh n'iront pas habiter en Azerbaïdjan quand on voit le sort qui a été réservé à leurs parents 30 ans auparavant. Mais en tout cas, c'est de fermer définitivement cette route. Et effectivement, d'inciter les Arméniens à quitter la région. Alors, ce que dit l'Azerbaïdjan, c'est que les Arméniens du Karabakh sont considérés comme des citoyens azerbaïdjanais et donc sont tout à fait libres de vivre sur place en paix dès lors qu'ils respectent les lois de la République d'Azerbaïdjan. Mais pour vous donner un petit son de cloche de ce qui se passe dans les territoires du Karabakh, les Arméniens sont assez
inquiets. C'est un euphémisme de leur sécurité si jamais ils prenaient cette décision-là. Arat Oranian, est-ce que c'est le fait que légalement, sur le point de vue du droit international, le Haut-Karabakh fait partie de l'Azerbaïdjan qui freine les nations du monde à soutenir ces populations ? Le droit international qui s'appuie sur l'intégrité territoriale, en effet, donne raison du point de vue juridique à l'Azerbaïdjan, mais face à ce droit à l'intégrité territoriale qui constitue le système sur lequel s'appuie le système international aujourd'hui, vous avez le droit à l'autodétermination des peuples. Toutes les nations, la plupart des Nations Unies se sont construites et bâties sur le droit à l'autodétermination des peuples. Or, les Arméniens d'Artsakh ne demandent rien d'autre que d'exercer leur droit à l'autodétermination, qui est un droit reconnu, qui est un droit légitime. Il y avait un groupe de Minsk constitué par les États-Unis, la France et la Russie qui, pendant 30 ans, a essayé de mener des négociations sur la base à la fois de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et du droit à l'autodétermination du Haut-Karabakh pour que les deux soient d'une certaine manière respectés. Mais en réalité, on a vu pendant 30 ans que l'Azerbaïdjan ne voulait pas du tout de compromis. Ce qu'elle veut simplement, c'est le contrôle total du Haut-Karabakh et l'élimination de toute présence non azerbaïdjanaise et a fortiori chrétienne dans ce territoire. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Donc on n'est plus, si on regarde, si vous voulez, les choses aussi du point de vue du droit international, il faut tenir compte du fait qu'il y a eu ces négociations, ce groupe de Minsk qui a été unilatéralement violé par la guerre de 2020 de l'Azerbaïdjan, qui a décidé d'un seul coup de balayer ce processus de négociation, qui était le seul détenteur d'une parole légale mandatée par l'OSCE pour une résolution du conflit du Haut-Karabakh. Donc voilà où on en est. Une chose est absolument certaine, c'est que cette population vit libre sur ces territoires depuis 30 ans et que rien ne peut justifier qu'elle retourne aujourd'hui sous le joug d'un dictateur qui lui a fait la guerre, qui a déclaré publiquement qu'il voulait chasser les Arméniens comme des chiens, qui revendique même aujourd'hui le sud de l'Arménie et qui leur voue un destin qui est comparable, d'une manière quasi revendiquée, à celui qu'a toujours présidé aux visées du panturquisme dans cette région. Donc pas d'Arméniens et puis surtout une continuité, une grande Turquie avec l'Azerbaïdjan, avec la Turquie. Alors, on vous avait parlé tout à l'heure donc de ce projet pan-turc de Bakou à Istanbul, on en reparlera. Mais là, ce blocus, c'est quelle étape de ce processus ? C'est provoquer une famine, un désastre humanitaire pour vider cette population ? Bien sûr, c'est-à-dire on met une pression terrifiante sur cette population, premièrement qui est menacée tous les jours, qui subit également des violences, qui subit des tirs aux frontières. Les paysans sont souvent pris pour cible. Et puis maintenant, on la prive des produits de première nécessité. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit notre ami de SOS Chrétiens d'Orient. Donc, imaginez, effectivement, la population du Haut-Karabakh est une population assez rurale, mais il y a aussi la ville de Stepanakert où beaucoup de gens vivent d'une manière très moderne. Si vous voyez, c'est très étonnant d'ailleurs quand on va là-bas et qu'on regarde la situation, le positionnement géographique de ce Haut-Karabakh et même de l'Arménie. Vous avez des jeunes filles qui sont maquillées, qui sont en mini-jupe. Vous avez tous les facteurs de la vie européenne qui sont présents là-bas. Et ces gens-là, on voudrait les faire retourner, alors qu'ils vivent libres en tant qu'Arméniens, qu'ils ont la possibilité de se développer culturellement, on voudrait les faire retourner sous le joug d'un régime qui ne respecte même pas son propre peuple. L'Azerbaïdjan est dans les derniers rangs de tous les classements des ONG relatifs aux droits de l'homme. En ce qui concerne la presse, c'est le 151e pays ou 153e sur 180 pays classés par ASF.
et à tous les niveaux, c'est pareil. Donc, il s'agit véritablement d'une dictature. Donc, que ces gens-là, que le régime Aliyev commence à respecter son propre peuple, à donner du pain à son propre peuple, parce que aussi ce régime et cette dynastie a confisqué toutes les richesses de l'Azerbaïdjan à son seul profit, avant de prétendre vouloir exercer son joug sur une population qui ne veut pas d'elle, qui ne veut pas de lui, pardon. Est-ce que les Arméniens, depuis cette défaite en 2020, se préparent à une nouvelle guerre, à une énième revanche, enfin une nouvelle guerre contre... Ils se préparent à résister, ouais. À résister tout simplement. Mais l'Arménie en général, Corentin Clerc Alors, je ne dirais pas que les Arméniens se préparent à la guerre, je dirais qu'ils vivent avec un voisin belliqueux, ce qui est un peu différent. Et je sais pour leur parler que les Arméniens souhaitent la paix, souhaitent vivre en paix. Il n'y a pas du tout de bellicisme en Arménie. Néanmoins, quand on voit les menaces qui sont proférées ouvertement par l'Azerbaïdjan à l'encontre des Arméniens, et je rejoins totalement ce que disait Arat Oranian sur les menaces ouvertes d'Ilham Aliyev qui parle des Arméniens comme des cafards, des chiens à qui il faut briser la nuque d'un point de fer, etc. On peut comprendre que les Arméniens prennent ces menaces au sérieux. Mais il y a un déséquilibre des forces qui est majeur, il faut aussi le comprendre. Pour vous donner un ordre d'idée, le budget militaire de l'Azerbaïdjan est supérieur à tout le budget de la République d'Arménie. Donc vous avez vraiment un déséquilibre important, mais voilà, les Arméniens entendent bien défendre la liberté chèrement gagnée au cours des siècles qui est la leur. Et en fait, bien souvent, les habitants des villages frontaliers qui sont bergers ou qui vont travailler dans la journée, le soir, se rendent sur les postes pour faire une relève, permettre aux soldats qui gardent la frontière de se reposer et participer un peu du fardeau de la défense du pays. Et voilà, c'est pour des missions d'observation, pour surveiller que rien ne se passe, qu'il n'y a pas d'intrusions qui sont constatées, puisque c'est arrivé, et ça arrive encore d'ailleurs dans le Haut-Karabakh, des commandos qui passent la frontière pour terroriser les habitants, pour commettre des méfaits à l'intérieur des territoires arméniens. Voilà, mais l'Arménie est sortie exsangue de cette guerre de 2020. Il faut le dire, je crois que 80% du parc de blindés a été perdu. Voilà, ça a vraiment été terrible, notamment à cause de l'action destructrice des drones de combat azerbaïdjanais. Et donc, voilà, l'Arménie cherche surtout des soutiens internationaux pour constituer des alliances, puisque la Russie se retire, le grand frère russe en tout cas prend des distances avec la République d'Arménie. L'Occident a tendu une main mais pas suffisamment ferme, donc les Arméniens n'ont pas pu s'y raccrocher. Évidemment, les Turcs ne vont pas, c'est pas les Turcs qui vont aider les Arméniens à se protéger des attaques de l'Azerbaïdjan. Voilà, donc les Arméniens sont malheureusement bien isolés dans cette histoire. Qu'est-ce qui fait, Arat Oranian, que la Russie, qui a combattu l'État islamique en Syrie, qui voit sans doute que l'Azerbaïdjan a fait appel à des milices, à des combattants islamiques, pourquoi ne s'est-elle pas plus investie dans cette défense de l'Arménie ? Déjà, il y a de bonnes relations traditionnelles entre Moscou et Bakou. Il y a une coopération économique. La Russie ne vit pas l'Azerbaïdjan comme un ennemi. C'est un pays avec lequel il coopère, d'autant plus qu'il a des richesses. Et d'ailleurs, il utilise aujourd'hui l'Azerbaïdjan pour vendre le gaz et contourner les sanctions en vendant le gaz à l'Europe par l'intermédiaire de l'Azerbaïdjan. Donc la Russie a toujours voulu avoir de bonnes relations avec l'Azerbaïdjan. La politique de la Russie est une politique classique, impérialiste, divisée pour mieux régner dans la région, jouer sur les contradictions. Donc jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais lâché totalement l'Arménie, mais ils ont aussi vendu, ça a été le premier fournisseur d'armes à l'Azerbaïdjan. Et puis, depuis quelques années, on constate bien une radicalisation anti-occidentale du pouvoir russe, et puis une ligne de convergence avec les autocrates, Erdogan, Aliyev, Poutine.
Donc, il y a un certain nombre de facteurs objectifs qui font que, dans cette configuration-là, l'Arménie et le Haut-Karabakh peut devenir demain une monnaie d'échange ou une variable d'ajustement. Et pour l'instant, c'est un peu cette politique cynique qui est en train de se mettre en place dans un monde où, d'une manière générale, les grandes alliances laissent de plus en plus la place à des partenariats conjoncturels. Et on est dans cette configuration. Et ce qui manque en effet à l'Arménie aujourd'hui, c'est un allié fiable, un allié solide sur lequel s'appuyer. Or, la réalité, c'est qu'elle est totalement isolée. Et quant à l'Occident, avec lequel effectivement elle a des affinités parce que c'est le seul pays démocratique dans la région et qu'elle a quelque part épousé des valeurs, d'ailleurs, qu'on lui a vendues avec force soft power. Les ONG américaines ont beaucoup investi en Arménie pour que l'Arménie, parce que c'était un terrain propice et a priori favorable pour que l'Arménie adhère à ces valeurs qui sont aussi d'ailleurs les miennes. Hein. Mais cela étant, c'est très bien de vouloir attirer des petits pays comme l'Arménie dans leur filet, casser le cordon ombilical avec la Russie. Mais une fois qu'ils sont tombés dans l'escarcelle pro-occidental, il faut quand même prendre un petit peu ses responsabilités et pas les laisser tomber. Or, on a très bien vu ce qui s'était passé avec la Géorgie qui a été poussée à la guerre contre les Russes en 2008 et qu'on a laissé tomber. On a vu ce qui s'est passé avec les Kurdes qu'on a utilisé contre Daesh en Syrie et puis qu'on a laissé tomber. On a bien vu ce qui s'est passé à Kaboul aussi. Donc l'Occident aussi dans ce moment historique n'est pas blanc-bleu et malheureusement un petit pays comme l'Arménie fait le frais de cette réelle politique sans foi ni loi des uns et des autres, de Moscou jusqu'à Washington. Une réaction à ça, Corentin Clerc? Je souscris absolument et sans réserve à ce que dira Toragnan. Oui, je me rappelle de propos de Tigran Yegavian qui disait que la Russie se comporte comme un proxénète avec l'Arménie. C'est un sentiment qu'ont les Arméniens? L'opinion publique arménienne est partagée sur ce sujet. Il faut comprendre qu'en 2018, arrive au pouvoir Nicole Pachinian, l'actuel Premier ministre de l'Arménie, qui tente d'imprimer un virage dans la politique internationale arménienne en se rapprochant davantage de l'Occident, quitte à malmener l'alliance russe. C'est un choix politique qui est dicté par des volontés notamment d'indépendance de l'Arménie vis-à-vis du grand frère russe. Et donc l'opinion publique est divisée parce que certains soutiennent cette politique-là en disant effectivement on ne peut pas rester dépendant des Russes éternellement et donc à nous de faire notre propre chemin. Et d'autres disant mais évidemment on a tourné le dos aux Russes, ils nous le font payer, ils ne remplissent pas leurs engagements notamment dans le Haut-Karabakh et donc nous payons le prix des errances de notre élite politique. Voilà, ça c'est pour ce qui concerne l'opinion publique arménienne. Et en fait, la réalité, elle est un petit peu entre ces deux éléments. C'est-à-dire que effectivement, la Russie se détourne de l'Arménie parce que l'Arménie a voulu chercher d'autres alliances. C'est une réalité. Mais en même temps, il faut bien comprendre, et je rejoins ce que disait Ara tout à l'heure, que l'Arménie n'a rien à vendre. Il y a très peu de ressources naturelles. La situation d'isthme entre les différents empires, l'empire turc, perse et russe, fait qu'elle est historiquement, elle a toujours été malmenée par les sursauts de l'histoire. Le marché, la population arménienne, c'est 3 millions d'habitants, donc c'est un marché minuscule. Il n'y a rien à vendre spécialement en Arménie. Alors qu'à l'inverse, c'est beaucoup plus intéressant pour les Russes de faire affaire avec l'Azerbaïdjan, qui a du gaz, des ressources naturelles facilement exploitables, une population beaucoup plus importante, qui a aussi des frontières communes avec l'Iran, qui a des bonnes relations avec la Turquie. Qui est russophone l'Azerbaïdjan, non, l'Azerbaïdjan n'est pas russophone, ils sont turcophones. Bien sûr, oui, pardon. Mais voilà, donc c'est des éléments à prendre en compte. Et je reprendrai, d'ailleurs, vous citiez tout à l'heure Tigran Yegavian qui cite un bon mot polonais qui s'applique tout à fait à l'Arménie, qui dit échangerait volontiers histoire glorieuse contre meilleure situation géographique. Mais c'est exactement ça, en fait. L'Arménie, de par sa situation géographique, en fait, se fait sans arrêt, quand elle se fait pas envahir, elle se fait sans arrêt malmenée par les différentes parties. Et malheureusement, il est difficile à l'heure actuelle d'envisager une sortie de crise à court terme.
Alors cette hostilité qu'il existe de part et d'autre, mais du côté azéri, est-ce qu'elle est le fait d'un sentiment national ancré chez les Azéris, ou c'est le fait de la dynastie Aliyev, que ce soit Guédar Aliyev qui est le père de Ilham Aliyev, actuel président, c'est le fait de cette dynastie ou d'un sentiment plus profond? C'est le fait d'un sentiment d'arménophobie profond chez les Turcs de manière générale et pas qu'en Azerbaïdjan, qui effectivement a été sur lequel la dynastie Aliyev a misé pour créer un sentiment national, puisque l'Azerbaïdjan, en fait, avant l'époque soviétique, on va dire 2 décennies avant l'Union soviétique, n'existait pas. Donc pour créer ce sentiment national, ils se sont appuyés entre autres sur ce sentiment d'arménophobie, mais qui est encore une fois qui est très présent dans la classe politique turque. On ne va pas refaire l'histoire, mais enfin, le génocide arménien de 1915 le montre suffisamment. Et ça se manifeste de manière très concrète. Moi, j'ai vu des vidéos prises dans les écoles azéries d'enfants qui dansent sur le drapeau arménien, qui le brûlent, qui chantent des chants anti-arméniens au rassemblement du matin en levant le drapeau de l'Azerbaïdjan. On le voit par tout un immensément d'indices, d'exemples prouvent cette réalité-là. Et c'est évidemment très inquiétant. Et on comprend aussi pourquoi les Arméniens sont aussi inquiets sur la possibilité d'établir une paix durable dans la région. Ils ont l'impression qu'en fait, les documents qu'ils signeront verront seulement une partie des clauses appliquées et jamais celles qui leur sont favorables. Ouais, une réaction à ça, Arat Oranian? Non, je crois que la situation est bien décrite. C'est exactement ça. Je dirais que les Arméniens sont un peu, par rapport aux Turcs, à la Turquie et à l'Azerbaïdjan, ce qu'étaient les Juifs par rapport aux nazis. C'est exactement la même chose. C'est un bouc émissaire porteur de tous les péchés, de tous les malheurs et de toutes les difficultés de ces 2 nations. D'autant plus, si vous voulez, qu'il y a un écart culturel, il y a un écart religieux, et puis il y a des visées impériales de domination, il y a des rêves de grandeur. Il n'y a pas si longtemps, il y avait un président turc qui s'appelait Monsieur Demirel, c'était à la fin des années 90, qui évoquait la construction d'un monde turc allant de l'Adriatique à la muraille de Chine. Donc, si vous voulez, il y a ce substrat politique qui est très et idéologique, qui est sous-jacent et qui est d'autant plus sous-jacent qu'il n'a jamais été combattu. Si vous voulez, le gros malheur de la Première Guerre mondiale et du génocide des Arméniens, c'est que finalement, même si l'Empire ottoman a perdu la guerre, il y a eu une continuité du mouvement jeune turc avec Atatürk, ils se sont retrouvés à nouveau en position de vainqueur. Et il n'y a pas eu de dénazification ou l'équivalent d'une dénazification de la Turquie. C'est-à-dire que les fondamentaux idéologiques sur lesquels se sont construits le génocide arménien ont perduré. Et aujourd'hui, le monde turc, et la Turquie en particulier, qui est leader du monde turc en particulier, notamment avec Erdogan, l'autocrate, est un État structurellement négationniste qui est dans la complicité et dans la continuité totale avec les auteurs du génocide de 1915. Ils sont simplement en train d'assumer et d'accomplir leur mission historique, qui est de parachever l'œuvre de leurs aînés et de leurs mentors idéologiques, qui étaient les panturcs et les jeunes Turcs qui ont réalisé le génocide des Arméniens. Et pour appuyer ce que dit Arat, Aliyev et derrière Erdogan, il y a Talat Pacha, qui est son ombre et son esprit qui est toujours présent. Talat Pacha étant le Hitler turc. Et il faut souligner que parmi les clauses qu'a posées la Turquie pour une normalisation des relations avec l'Arménie, il y en avait une qui disait que l'Arménie devait renoncer à toute évocation du génocide arménien. Donc, après avoir effacé les populations arméniennes, on efface le génocide qui les a effacées. Vous imaginez un peu la logique qui préside à tout ça? Oui, vous parlez on est confronté ce qui est curieux, c'est qu'ici, on n'est pas tellement au courant dans les pays européens, parce qu'évidemment, il y a tellement de problèmes, mais on est vraiment confronté à un totalitarisme
absolument incroyable et d'une barbarie sans limite et qui continue jusqu'à aujourd'hui, 100 ans après, à menacer de commettre un deuxième génocide sur un même peuple. Vous voyez, c'est comme si les Allemands menaçaient les Juifs dans leur existence aujourd'hui. Rien n'a changé. Et on a laissé faire, parce que la Turquie a été un pilier de l'OTAN, parce qu'aujourd'hui l'Europe achète du gaz à l'Azerbaïdjan. Voilà, on préfère avoir un petit peu chaud, mais en même temps c'est un calcul à très très court terme, parce que c'est aussi un peu de la civilisation européenne et puis de nos valeurs avec la démocratie, etc., qui sont en train de se déliter dans cette région du monde pour céder la place à des forces qui pourraient avoir un effet en retour sur nous imprévisible. Vous avez parlé d'un personnage qui est un peu en ligne de fond de cette idéologie anti-arménienne. Dalat Pacha, vous disiez, vous parlez d'un Hitler turc. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce personnage ? Volontiers. Dalat Pacha était le ministre de l'Intérieur au moment du génocide de 1915. Il faisait partie du comité Union et Progrès qui véhiculait une idéologie pan-turque. En gros, on arrive à la Première Guerre mondiale, à la fin du 19e siècle, l'Empire ottoman a perdu toutes ses possessions en Europe, en Macédoine, en Yougoslavie, en Grèce, etc. Et il essaye de se recentrer sur le territoire anatolien et de recréer à partir du territoire anatolien repartir sur un socle pour s'étendre vers l'Est et vers les populations turcophones à l'Est qui vont jusqu'au Turkménistan, etc. Donc c'est cette idéologie-là qui est derrière, qui était celle de Talat, qui était celle des jeunes Turcs, qui était celle de la revanche du turquisme après les déboires de l'Empire ottoman, la reconquête. Et ils sont effectivement dans cette idéologie, dans cet état d'esprit extrêmement offensif. On voit bien d'ailleurs Erdogan, l'arrogance qu'il manifeste, et tout le monde se couche. Et pourquoi ils ne continueraient pas comme ça ? Parce que finalement, ils ont eu raison. Le crime a été payant. La leçon que tire Erdogan et ses affidés, c'est que le crime est payant et qu'ils peuvent toujours continuer à avancer et que de toute manière, on les laissera faire. Et ça, c'est quand même un grand défi pour nous tous, si on croit à un certain nombre de choses. Ce projet pan-turc dont on a parlé un peu depuis le début de cet entretien, en quoi consiste-t-il ? C'est raccorder les populations ethniquement turques, pas au sens de la Turquie, mais ethniquement, historiquement turques. Ça va d'où à où ? On a parlé de Istanbul à Bakou, mais ça va plus loin, c'est le Turkménistan ou encore plus ? Alors, c'est dans le projet actuel porté par notamment Erdogan, c'est surtout les populations turcophones, donc qui incluent toutes celles d'Asie centrale. Et effectivement, c'est là en fait où on voit l'importance de la situation de l'Arménie, puisque vous avez un continuum géographique de ces populations turcophones depuis la Turquie, depuis Ankara, jusqu'à Ulan-Bator, aux portes de la Chine, avec tous les pays en stand d'Asie centrale, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, etc., qui sont des pays turcophones. Cette continuité territoriale étant seulement rompue par deux choses, la mer Caspienne, qui est une rupture géographique, mais pas de génocide de la mer Caspienne. Non. Mais aussi par l'Arménie. En fait, l'Arménie joue actuellement un rôle de bouchon en séparant physiquement la Turquie et le Nakhitchevan, qui est une enclave de l'Azerbaïdjan, du territoire principal de l'Azerbaïdjan. Et c'est pour ça que une des priorités de ces deux nations, c'est d'ouvrir un corridor à travers la République d'Arménie, parce que là, on parle du Haut-Karabakh qui est assiégé, mais le but d'Ilham Aliyev, c'est d'ouvrir premièrement un corridor qui traverserait l'Arménie pour relier la Turquie à l'Azerbaïdjan et donc à l'Asie centrale, avec des autoroutes et des voies de chemin de fer, mais même de s'accaparer la région sud de l'Arménie, la région du Syunik. Et on le sait, puisque déjà ça a été dit plusieurs fois, et on a vu Ilham Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, poser devant des cartes du Grand Azerbaïdjan, qui en fait occupait toute la partie sud de l'Arménie et les rives du lac Sevan. Donc c'est quelque chose qu'il faut rappeler, c'est qu'au-delà de la question du Karabakh arménien, il y a cette question de l'annexion du territoire de la région sud de l'Arménie, la région du Syunik, qui est véritablement l'épine dorsale de ce pays,
Et si le sunnique tombe, la situation de l'Arménie devient extrêmement difficile. Et elle n'est même plus connectée à l'Iran, qui est, à l'heure actuelle, son principal pourvoyeur commercial de matières premières. Alors c'est au-delà donc juste du fantasme pour les Azéris et les Turcs Arat Oranian, c'est qu'il y a des cartes qui existent. Pardon, excusez-moi. Ce projet dont parlait Corentin Clerc, c'est pas juste de l'ordre du fantasme, il y a des cartes, on y songe. Ilham Aliyev a l'air d'assumer ce territoire. Il consisterait en quoi? C'est donc échanges commerciaux ou même une union pan-turque? Et pardon, avant de laisser la parole à Ara, je rajoute juste que a été inauguré récemment à Ankara, je crois, un consulat de la République du Zangezur-Goïcha, qui est donc une république de l'Azerbaïdjan, une nouvelle région de l'Azerbaïdjan, dont la carte reprend exactement le tracé de la frontière du Sunnique jusqu'au lac Sevan. Voilà, donc c'est pas... Ilham Aliyev parle de l'Arménie comme de l'Azerbaïdjan occidental. Il a à plusieurs reprises exprimé des revendications territoriales, donc sur le Sunnique, ça bien sûr, mais également même sur la ville d'Erevan, qu'il considère comme étant une ville azerbaïdjanaise. Donc voilà les perspectives de paix, de pacification, de dialogue qui sont proposées par ce régime qui a été qualifié de partenaire de confiance par Madame Ursula von der Leyen, commissaire européen, il y a 2 ans, au motif qu'elle a signé un contrat gazier avec lui. Et alors pour revenir sur ce panturquisme, donc c'est marrant, on voit qu'il y a 2 enclaves du Nakhitchevan et du Haut-Karabakh. Ça pourrait donc, s'il y avait, donc pour revenir au sujet de départ, s'il y avait cette offensive, ce serait l'occasion donc de relier définitivement entre guillemets l'Azerbaïdjan avec cette enclave. Ouais, avec l'enclave du Nakhitchevan. Du Nakhitchevan. Il faut bien avoir en tête que ce qu'on appelle des enclaves, ce sont des territoires historiquement arméniens. Seulement, Staline en avait fait des oblasts, c'est-à-dire des régions avec une certaine autonomie, et les avait remis à l'Azerbaïdjan. Et ça a été aussi le cas d'ailleurs d'une région au nord de l'Arménie, dont le nom m'échappe, qui a été remis à la Géorgie. Et en fait, ces régions dont, à entendre Ilham Aliyev, on croit que c'est des régions historiquement azerbaïdjanaises de toute éternité. En réalité, c'est azerbaïdjanais depuis Staline, et ça aurait dû logiquement, puisqu'on parlait de droit international tout à l'heure, ça aurait dû logiquement prendre fin avec l'URSS qui avait institué ses frontières intérieures à l'époque. C'était des frontières intérieures, pas des frontières internationales. Mais effectivement, le but du coup de cette offensive, et encore une fois, c'est pareil, on n'a pas beaucoup parlé, mais l'armée azerbaïdjanaise, à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle, est amassée à la frontière de l'Arménie, et notamment à côté de la ville de Djermouk. Vous avez, les réserves ont été rappelées, le matériel militaire a été déplacé sur place. Alors, comme avant chaque guerre, c'est pour un exercice militaire. Voilà. Oui, comme en Ukraine. Exactement, l'actualité nous montre ce que ça peut être. Donc je ne présage pas de l'avenir, je dis juste qu'il y a un danger réel, et que je crois que c'est Ilham Aliyev lui-même qui a déclaré il n'y a pas longtemps, si l'Arménie refuse d'ouvrir ce corridor, nous avons un plan B pour l'ouvrir. Petit sourire convenu, et on voit qu'une semaine après, toute l'armée est sur la frontière. Donc il y a à minima une vraie inquiétude à formuler sur cette situation. En tout cas, il est plein de confiance et il a l'air d'assumer tout ça. Et rapidement, avant de conclure, Arat Oranian, quelle est la position de l'Iran qui soutient plus ou moins l'Arménie, mais qui est le pays phare du chiisme, et les Azéris sont majoritairement chiites? L'Iran tient à la stabilité géopolitique de la région. Il ne reconnaît pas la République du Haut-Karabakh, mais il ne souhaite pas que l'Azerbaïdjan ou la Turquie, qui est le grand rival historique des Perses, coupe la route du nord de l'Iran qui passe par l'Arménie et qu'occupe le territoire arménien, parce que ça coincerait, et ça coincerait l'Iran, ça la couperait des routes vers le nord. Donc l'Iran ne veut pas entendre parler de ça. Par ailleurs, il y a faut en parler quand même. Très rapidement, Arat Oranian, je vais devoir vous couper. D'accord. En gros, l'Azerbaïdjan est aussi considéré par Israël
comme étant un facteur de déstabilisation possible de l'Iran parce qu'il y a une grande population chiite azerbaïdjanaise en Iran de plusieurs milliers de personnes. Et l'Iran se méfie des connexions entre Israël et Bakou. Israël jouant d'ailleurs un jeu très cynique, puisque au moment de la guerre de 2020, elle a vendu des drones à l'Azerbaïdjan, et qu'il y a eu encore ces dernières semaines une noria d'avions israéliens dont tout indique qu'ils ont vendu du matériel ou qu'ils ont apporté du matériel militaire à l'Azerbaïdjan. Ce sont des projets un peu fumeux, des stratégies un peu fumeuses d'Israël, mais comme il y a effectivement cette obsession et cette crainte peut-être justifiée des mollahs et d'une destruction d'Israël par l'arme atomique, donc pour eux tous les moyens sont bons, et c'est encore les Arméniens qui sont les dindons de la farce. Merci beaucoup Arat Oranian, vous êtes directeur de la revue Les Nouvelles d'Arménie, et merci Corentin Clerc, vous êtes un ancien chef de mission d'SOS Chrétien d'Orient en Arménie.